bienvenue dans ce 3e épisode du cycle de rencontres Le Fond et le Flow, monté par la compagnie Trou de Mémoire et le Flow, ici à Lille. Cycle de rencontres autour des Hip Hop Studies. On a déjà reçu Benjamin Veil, on a reçu l'équipe de la revue Volume avec Marion Dalibert, Marie Sonnette, Vincent Becquet, qui j'ai oublié, et François Debrune, évidemment, il est devant moi. N'importe quoi. Et François Debrune. Et aujourd'hui, 3e et dernier, du coup, on reçoit Emmanuel Carinos. Salut Bonjour. Manu. Salut. Ça va? Ouais, ça va, c'est le début d'après-midi, mais ça va. T'es celle qui nous vient du plus loin. T'as fait du chemin pour venir nous voir. Exactement, j'ai traversé la France. J'étais à Marseille. Yes. Et à ma gauche, Karim Amou. Salut Karim. Salut Ismaël, merci pour l'invitation. Merci à toi, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous recevoir tous les deux. Karim qu'on a beaucoup cité d'ailleurs dans la rencontre avec, autour de la revue Volume. Et de toute façon qu'on est un peu toujours obligé de citer dès qu'on parle des Hip Hop Studies, ou en tout cas souvent. Aujourd'hui on va parler de ce bouquin, cette revue, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, c'est issu de la collection Chansons, chant et son plus loin. Jeu de mots, j'adore ça. Chansons, et c'est édité aux presses universitaires. C'est quoi le P? Perpignan? Non. Provence. J'étais pas loin, je savais que c'était dans le sud. C'est édité chez PUP ou PUP, je sais pas comment on dit, mais les presses universitaires de Provence. Ça se trouve où? Où est-ce qu'on peut acheter ça? Ça se trouve en librairie, ça se trouve par internet aussi, Okay. donc, soit sur le site des éditions de l'Université de Provence, soit sur libraire, plateforme en ligne des libraires indépendants de préférence, etc. Et ça s'appelle Perspective esthétique sur les musiques hip-hop. C'est un titre qui est fait pour les beatboxers, on dirait. Perspective esthétique sur les musiques hip-hop. Et c'est comme Volume, hein, vous n'êtes pas deux à écrire dedans. Vous écrivez, mais il y a plein de gens qui écrivent avec vous. Et notamment la conclusion, elle est écrite par un rappeur. Kondo, Monsieur Kondo. Oui. Kondo. Ça fait l'honneur d'être l'artiste qui concluait le colloque dont la plupart des contributions sont issues et qui a accepté de reprendre la conclusion qu'il avait fait à ce colloque, qu'il avait largement improvisé dans les 2 jours du colloque en s'inspirant des différentes contributions. Et donc il l'a reprise pour une magnifique KOH conclusion dans ce volume. Et c'est un texte pour nous très important et de très grande qualité. Il y a une espèce de parrainage en fait avec Kondo, puisque ce colloque dont on va parler largement s'appelait Conçu pour durer, Conçu ES, donc les musiques hip-hop, perspective sur les musiques. Comment ça s'appelait? Perspective esthétique déjà? Non, c'était perspective francophone. Perspective francophone. Effectivement, c'est une partie du colloque qui se retrouve dans cet ouvrage collectif. C'est les contributions qui étaient novatrices du point de vue des approches formelles. Du coup, c'est pour ça qu'on a choisi d'appeler ce livre Perspective esthétique. Et oui, il y avait un parrainage clairement parce que Conçu pour durer, ça mettait une ambition qui était celle de proposer des analyses qui se projettent dans le futur et qui aspirent à un nombre de plus en plus grand de travaux sur ces musiques, mais c'était aussi un hommage tourné vers le passé à ce que les artistes eux-mêmes ont fait en France dès les années 80 et notablement dans les années 90. Et donc évidemment, c'est l'album, le EP de la Clica, Conçu pour durer, qui est sorti en 95 ou 96, là je pense que c'est 95. Et donc reprendre ce nom, cette référence à cet album, ça avait de sens pour nous aussi que si on entrait en dialogue aussi avec les artistes qui ont eu cette démarche 20 ans avant le colloque, j'exagère, 15 ans avant le colloque. Donc c'était hyper 20, 95, aujourd'hui, 2017. Ouais. Et effectivement, 20 ans. Et du coup, Kondo a vraiment joué le jeu, relevé le défi, et ça a été hyper enrichissant pour nous en tout cas. Et c'était évidemment une manière de répondre aux préjugés largement répandus dans les années 90 et encore maintenant sur l'idée que le rap ne serait qu'un phénomène de mode et les musiques hip-hop en général, la culture hip-hop en général. Et d'ailleurs, je profite pour faire de l'autopromo parce que c'est aussi pour ça que j'ai appelé le spectacle que je suis en train d'écrire sur l'histoire du hip-hop. Le rap est une musique de vieux. Dans cette histoire de patrimonialisation aussi, où en fait les premiers rappeurs ont l'âge de nos parents aujourd'hui. Oui. Et du coup, c'est plus du tout une musique, on appelle ça la musique actuelle parce que ça vit encore, mais en fait, ça commence à avoir
un bon demi-siècle, quoi. Oui, c'est vrai. Akash, à l'âge de ma mère d'ailleurs, exactement. Bah ouais, c'est ça, mais c'est pareil. Hein. Ayam et NTM, ils ont l'âge de mes parents, quoi. C'est ouf. Et donc ils ont l'âge d'être grands-parents, quoi. Le rap français est une musique de grand-père, quoi. Et Conscient pour durer, oui, du coup, la Clicasse, qui était le groupe dans lequel était Kondo, avec Roca et Daddy Lordsy. Ça me fait penser aussi cette espèce d'ambivalence où tu dis que à la fois on parle de durée et on parle de futur et on fait un hommage au passé. Je me souviens d'une phrase de Rossé dans une discussion comme ça à bâton rompu avec Wafa Mamesh, où Rossé nous disait, parce qu'on parlait tous les trois de nos pères, et tous les trois on a des papas qui ont été ou qui sont toujours d'ailleurs militants et qui ont un rapport particulier avec l'art, la musique ou la photographie pour Rossé. Et il me disait en fait, nos parents c'est l'avenir. Et nos parents c'est le turfu. C'était exactement sa phrase. Ouais. Et je l'avais trouvée hyper intéressante et hyper profonde en fait. Et ça colle complètement avec ce que tu venais de dire. Du coup, j'aimerais bien, avant de parler de ce colloque, un tout petit peu avant, faire comme en philo et redéfinir les termes. Et parce qu'on parle de hip-hop studies dans ces trois rencontres, on le définit à la fin, dans la troisième. C'est drôle, mais c'est parce que j'avais envie de faire ça avec vous plutôt. Et est-ce que vous pourriez me dire ce que vous entendez ou ce qu'on entend généralement par ce terme, hip-hop studies, ces termes, et aussi l'état actuel, où est-ce qu'on en est des hip-hop studies dans le monde, et notamment dans le monde francophone. Tu veux rebondir? Faut savoir déjà, je pense que Karim et moi, on n'est pas forcément fans de l'appellation toujours hip-hop studies, du modèle des studies à l'anglo-saxonne. Et je pense que c'est d'ailleurs une des raisons peut-être pour laquelle on a appelé aussi le colloque Perspective francophone et que c'était l'espace francophone. C'était aussi une manière de répondre à l'hégémonie du paradigme scientifique anglo-saxon sur la production scientifique en général. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, après, oui, je vois l'appellation hip-hop studies, elle a un intérêt pour dire on est regroupé autour de disciplines différentes autour d'un même objet. Après, je sais que moi, et je pense Karim aussi un peu, on est plutôt d'une tradition intellectuelle qui favorise l'interdisciplinarité, mais une réelle interdisciplinarité, c'est-à-dire où l'ancrage disciplinaire est quand même très marqué, sérieux. On s'inscrit quand même dans des problématiques scientifiques et académiques qui résonnent avec l'état du champ en général. Et ça, c'était important aussi de dire que c'est pas parce qu'on travaille sur un objet qui est populaire, qui a l'air un peu à la mode comme ça, qu'on ne doit pas être utile à la production de nouvelles connaissances dans nos disciplines, dans nos propres disciplines, c'est-à-dire que ce soit la sociologie, que ce soit l'anthropologie, que ce soit la musicologie, la littérature, la stylistique, tout Et ça. surtout que toi, tu es déjà interdisciplinaire dans ton Oui. parcours, enfin tous les deux d'ailleurs. Oui, alors à différents titres, c'est que moi j'ai commencé, et c'est d'ailleurs à ce titre que vous m'aviez appelé pour le colloque, j'ai commencé par un master de littérature française sur le rap, en fait, sur le rap français, avec une approche stylistique notamment, à l'université Paris 4. Et j'ai changé en cours de route pour aller en sciences sociales. En fait, je voulais plutôt faire de la sociologie. Et j'étais dans un master qui lui-même s'appelait pratique de l'interdisciplinarité en sciences sociales. C'est-à-dire que je faisais en réalité des travaux qui étaient entre la sociologie, l'anthropologie et l'histoire. Et donc, ouais, c'est vrai que j'ai rien que dans mon parcours, en tout cas. Et du coup, t'es en thèse aujourd'hui? Oui, je suis en thèse de sociaux? En thèse, oui, pareil, je dis sciences sociales en général, parce que j'ai l'impression que j'utilise beaucoup d'anthropologie, j'utilise aussi d'autres disciplines, au croisement avec le droit aussi parfois, mais aussi beaucoup de sociologie. En tout cas, oui, je suis officiellement inscrite en sociologie. Et ton sujet, c'est quoi? Alors, c'est mon sujet... Bonne question. Mais non, c'est autour de la question de la violence du rap français et de la question de la violence. On va dire l'assignation du rap français à la violence, mais aussi qu'est-ce qu'en pense l'endogénéisation de la question, qu'est-ce qu'en pensent les acteurs et actrices du monde du rap français, les artistes, les amateurs, les journalistes, voilà, tout ça. Et pour aller au bout de la question de l'interdisciplinarité,
Tu es aussi, je sais pas comment on dit, rédactrice, chroniqueuse, journaliste, comment on appelle ça? Tu fais des interviews et t'écris des papiers? Ouais, en général, je dis rédactrice, c'est en gros plus sur le mode du fanzine. C'est que j'aime autant écrire et parler de rap que le rap lui-même, on va dire, des fois. Et donc, j'écris pour un webzine spécialisé qui s'appelle l'ABCDR du son. Pour le webzine spécialisé, on peut dire quand même. The webzine. Ouais, quand même. Ouais, bah, en tout cas, le plus intello, donc ça m'allait. Même si du coup, c'est vrai que ça, c'est un vrai truc, c'est que on en parlait tout à l'heure, mais l'écriture scientifique, elle a des normes et des contraintes qui sont arides un peu. Et je ne me souviens pas écrire de manière scientifique autrement que dans la souffrance. J'espère que ça ira mieux plus tard, mais je sais pas. Peut-être que c'est la condition pour dire un peu moins de conneries que tout le monde. Mais, et par exemple, donc, ce que je peux écrire pour l'ABCDR du son, que ce soit des chroniques, des intros d'interviews, etc., c'est des trucs que je fais beaucoup plus dans le plaisir, où j'ai le droit de porter des jugements, de faire valoir une subjectivité qui est parfois un petit peu arrogante et tout ça, ce que je ne m'autorise pas du tout dans l'écriture scientifique. Est-ce qu'on peut dire que quand tu es dans l'écriture scientifique, tu fais des albums et le reste du temps, tu fais des freestyles ou des mixtapes? Ouais, peut-être que toi tu le vis comme ça. C'est un peu J'espère ça. que c'est moins relou de faire des albums que des articles de sociaux, mais Ah non, c'est non, je relou. rigole. Bah, AKH, il dit j'ai fait Sol Invictus en dépression, le moral fracassé. Ouais, Peut-être on peut dire ouais, que tu as fait peut-être la même ma chose pour ta thèse. thèse. Hein, Non, ouais. non, non. Manu Tu vas- sur l'ABCDR du son, du coup, c'est Ego Trip, c'est ça? Ouais, c'est c'est ça. plus, il y a plus de Tu ça vas en faire, tout cas. tu vas faire ta black thèse après, du coup, comme les Black Albums. Black thèse. Non, mais j'exagère un peu parce qu'il y a pire comme travail, mais c'est vrai que c'est pas exactement les mêmes normes et tout ça. Et en vrai, non, on est content quand on a le résultat fini plus que le moment où on écrit. Alors que je pense dans ce que je fais pour l'ABCDR du son, qui est aussi une manière d'approcher de manière esthétique le rap, hein, mais qui passe pas juste par les outils de la science et du monde académique en général d'ailleurs. C'est plus libre, c'est le plaisir est juste dans le fait d'écrire, quoi. Ce qui veut pas dire que je prends pas de plaisir dans la recherche, mais c'est plus dans le moment où des connexions se font dans mon cerveau, pas vraiment au moment d'écrire. Voilà. Ok, et du coup, puisqu'on est en interdisciplinarité, on va faire pareil avec toi, Karim. Toi, Karim, tu es sociologue plutôt de formation? Je suis sociologue de formation, mais très vite, comme Manu, parce qu'en fait, on a des formations qui se ressemblent un peu. Il y a eu pas mal d'anthropologie et d'histoire dans ma formation. Et moi aussi, la notion de sciences sociales, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Clairement, je me situe dans mon expertise, et c'est aussi pour ça que il y a un peu un paradoxe à ce que je co-dirige ce livre. Clairement, dans mes expertises, les approches plus littéraires, esthétiques ou musicologiques, elles sont plus éloignées. Mais quand on travaille en historien, en sociologue, en anthropologue sur un objet qui est d'abord qui engage des questions artistiques, on est obligé, et c'est très bien, de prendre au sérieux cette dimension artistique, cette dimension esthétique, et d'emprunter parfois des outils qui ont été forgés par des disciplines qui sont spécialisées dans l'appréhension des pratiques artistiques. Mais oui, moi, mon centre de gravité, c'est la sociologie et l'histoire, et dans une moindre mesure l'anthropologie. Et du coup, aujourd'hui, tu cherches, tu es au CNRS? Et oui, je cherche parce que moi, là, c'est ce que j'aime le plus, c'est chercher. Ok. J'aime chercher dans les livres, j'aime chercher dans les échanges et dans les discussions, les entretiens que je fais avec des gens, j'aime chercher dans les archives. Donc, je suis chargé de recherche au CNRS, effectivement, depuis bientôt une petite dizaine d'années. Et t'enseignes aussi à Paris 8? Alors, j'enseigne peu, j'encadre plutôt t'encadres, des mémoires. Je peux enseigner, donc certaines années j'enseigne, et puis c'est pas le cas là depuis 2-3 ans. Mais par contre, avec Emmanuel Carinos, Kaivan Javadzadeh et Émilie Schumann, on anime un séminaire de recherche qui draine pas mal de gens et qui est hyper intéressant. Je dis pas ça parce que je le co-organise, mais vraiment parce qu'il y a une dynamique collective, parce que les gens qui y assistent s'y investissent aussi. Et donc ce séminaire qui, du coup, dans ces derniers mois, était en ligne, donc ça permettait à d'autres gens d'y participer, s'appelle Fight the Power avec un point d'interrogation. Musique hip-hop et rapports sociaux de pouvoir. Et donc on va avoir encore 2 séances super intéressantes, dont une, quand ça se sera diffusé, ce sera le vendredi de cette semaine-là.
Ok, super. Et du coup, ça se retrouve en ligne, même les éditions précédentes? Alors là, on avait fait un choix c'est la 3e année du séminaire, si je ne me trompe pas. Deuxième année, là, une année où elle a redoublé. Parce que l'an dernier, ça s'est coupé en plein milieu, quoi. Et donc la première année, elle n'était pas en ligne, et on avait fait le choix de ne pas enregistrer pour avoir une liberté d'échange et de parole que de notre point de vue, on ne peut pas conserver en filmant tout et en ayant l'espèce d'archive éternelle du web qui conserve tout. Et on a gardé ce principe au moins pour cette saison. Même si c'est en ligne, il n'y a pas d'enregistrement qui va rester en ligne. Ça ne va pas être rediffusé, etc. Par contre, on fait des comptes rendus écrits qui arrivent parfois un petit peu tard, mais quand on va sur le site du séminaire ou sur mon blog, on peut retrouver plusieurs des comptes rendus des séances des 2 dernières années. Donc Fight the Power avec un point d'interrogation. Et sinon, ton blog, c'est Sur un son rap. Exactement. Si on tape Sur un son rap sur Google, ça marche en principe. Ça marche en principe. Et enfin, pour l'instant, pour terminer ta présentation, comme tu es dans l'interdisciplinarité et que tu es sociologue, tu as écrit un bouquin d'histoire. C'est ça. Qui s'appelle Une histoire du rap en France. Pas de... Je sais pas, oui, on peut dire, je suis d'une école où il n'y a pas de différence épistémologique réelle et forte entre la sociologie et l'histoire. Et au moment où j'ai écrit ce livre, et dans ma thèse elle-même, passer par le détour de l'histoire, c'était la meilleure façon de faire de la bonne sociologie. Et en particulier, c'était la meilleure façon de dénaturaliser, désessentialiser un rap qui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a tellement de chemin qui a été parcouru, heureusement, depuis 10 ans. Mais quand j'ai fini ma thèse, c'était en 2009, on était encore dans une espèce d'appréhension monolithique du rap comme parole révoltée des banlieues, qui en occultait l'extraordinaire diversité et richesse. Il y a de la revendication, il y a une parole populaire, il y a une parole des minorités racisées qui a surgi grâce au hip-hop, comme dans probablement aucun autre forme artistique dans la période récente en France de cette ampleur. C'est incontestable, c'est hyper important. Mais c'est aussi plein d'autres choses. Et aujourd'hui, là, la décennie 2010, elle nous permet enfin de parler dans plein de directions de toutes ces autres choses. Et quand j'écrivais une histoire du rap en France, il me semblait qu'il fallait achever d'enfoncer cette porte pour qu'enfin on s'engouffre avec toute la diversité, la richesse de ce que cette musique et cette culture fait dans nos vies. Oui, tu passes du coup énormément de temps à déconstruire cette idée de rap comme voix des banlieues et qui serait arrivé par les banlieues en France et qui aurait émergé vers tout le monde ensuite. Mais on en reparlera après au cours de cette rencontre. J'aimerais bien du coup, comme Manu, que tu nous dises un peu, tu prolonges un peu ce qu'elle disait sur les hip-hop studies, ce que tu en penses toi, comment tu vois le truc. Alors, hip-hop studies, déjà le mot est en anglais, c'est pas un hasard et c'est très bien et très logique. Le hip-hop, on dit traditionnellement que c'est né, et pas plus que traditionnellement, que c'est né dans les années 70 à New York. Ça vient des États-Unis, ça s'inscrit dans une longue tradition de musique et de culture africaine-américaine qui dépasse largement les États-Unis, qui est caribéenne, qui circule. Et en fait, l'importance du hip-hop et de la musique rap en particulier aux États-Unis dès les années 90 fait qu'il y a une production académique importante, et cette production académique, elle n'a pas exactement la même forme qu'en France parce que le milieu académique n'est pas structuré pareil. En particulier, aux États-Unis, il y a déjà une institutionnalisation d'African American Studies. Il y a une tradition d'étudier, de prendre au sérieux les productions et les œuvres artistiques des cultures populaires et des cultures populaires des minorités ethno-raciales en particulier. Et donc, il y a une profusion d'écrits, de livres hyper importants dès les années 90 sur le hip-hop et surtout, encore une fois, sur les musiques hip-hop, pas moins sur les autres disciplines. On peut penser au livre classique qui est, je crois, sorti en 94 de Tricia Rose, Black Noise. Du coup, il y a toute une discussion académique autour du hip-hop qui se passe déjà aux États-Unis dans les années 90. Et ça se sédimente, ça se structure au début des années 2000. Et c'est là que la notion de hip-hop studies prenne forme. Parce qu'une organisation en studies, en études liées à un objet d'étude particulier, est une forme assez classique dans le champ académique états-unien. En France, c'est moins fréquent et plus récent. Pour des raisons à la fois de contraintes et de poids disciplinaires. Les disciplines scientifiques en France sont parfois assez rigides et du coup il y a une résistance aux objets interdisciplinaires. Cette résistance, c'est pas un choix entre guillemets, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est aussi des institutions, comment les facs sont organisées, comment les laboratoires de recherche sont organisés, comment les formations des futurs chercheurs et chercheuses sont aménagées. Et ça vient aussi d'une
j'ai envie de dire, d'une masse critique d'universitaires qui n'est pas la même. On parle de pays, c'est vrai pour la musique, c'est vrai aussi pour la recherche. On parle de pays qui n'ont pas du tout la même proportion. Les États-Unis, c'est un pays continent. Et donc dans ce pays continent, il y a une profusion de chercheurs et de chercheuses sur une profusion de sujets qui est sans commune mesure avec la France. Donc la spécialisation par objet, elle vient aussi de cette diversité-là. Si on rassemble tous les sociologues états-uniens, on ne les fera pas rentrer dans une salle, on ne les fera pas rentrer dans un amphithéâtre, je ne sais pas si on les fera rentrer dans un stade. On fera clairement rentrer tous les sociologues français dans un petit stade, il n'y a pas de souci. Du coup, la façon dont le dialogue scientifique s'organise, il se fait assez tôt aux États-Unis autour de sujets d'intérêt, dont le hip-hop. Et c'est quelque chose qui fait sens aussi en France depuis une dizaine d'années grâce à la multiplication de surtout jeunes et jeunes chercheuses, et surtout jeunes et jeunes chercheuses non titulaires, parfois encore étudiants, sur les musiques hip-hop et sur la culture hip-hop plus généralement. Jusqu'aux dernières années, jusqu'à, on va dire, la décennie 2010, les gens qui arrivaient à exister dans le milieu académique et dans l'université sur ces objets n'étaient pas très nombreux. Et ça a augmenté depuis 10 ans dans différentes disciplines. Et donc là, l'idée d'études hip-hop, si on traduit hip-hop studies, elle fait vraiment sens, de mon point de vue, parce qu'on partage un objet, on ne partage pas les mêmes méthodes, on ne partage pas les mêmes corpus théoriques, on ne partage pas les mêmes questionnements, mais en partageant le même objet, on peut échanger des compétences, des savoirs et souvent aussi, ça fait partie des hip-hop studies, une passion. Et du coup, c'est une façon aussi de s'ouvrir l'esprit par rapport à des contraintes disciplinaires qui sont, moi je rejoins vraiment Manu là-dessus, ces disciplines, ça a des atouts, ça a des forces. Hein. Une discipline, on voit le sens générique du mot discipline quand on fait un sport, quand on fait un art martial. Discipline, ça a un sens fort. Et en même temps, savoir en sortir parfois, c'est ce qui permet d'enrichir, de renouveler et d'avancer, y compris la discipline elle-même. Donc on est un peu dans cette dynamique-là, hein. On travaille, on discute avec des géographes comme Séverin Guillard, des anthropologues plus classiques au sens pur jus, comme Alice Aterianuso-Wanga, évidemment des sociologues, de plus en plus des littéraires ou des gens qui sont eux-mêmes en interdisciplinarité par leur formation. Et là, on se rend compte qu'on partage certaines choses, mais on a des perspectives différentes sur l'objet. Du coup, on apprend des façons d'analyser des uns et des autres. Et ça, c'est vraiment ça la dynamique des études sur le hip-hop qui se construit depuis une petite dizaine d'années en France et qui est hyper stimulante. Je remarque que tu m'as cité des sociologues, des gens qui étudient la littérature, des anthropologues, et en même temps, l'édition s'appelle Perspective esthétique, et je vois pas beaucoup d'esthétique là-dedans, et du coup, je crois que c'est un peu le propos de cette revue. On dit revue ? Ce livre. C'est le propos de ce livre. C'est bizarre parce qu'on est plein à écrire dedans, mais c'est bien un livre. On dit livre, d'accord. Donc c'est le propos du livre. Et c'était aussi un peu le propos du colloque, d'ailleurs, qui s'est monté en 2017, dont peut-être vous pouvez nous en parler. C'est de sortir de l'analyse du rap comme un objet uniquement social, ou comme un objet uniquement littéraire, et de l'analyser aussi via des perspectives esthétiques, donc d'analyser sa musique, d'analyser la façon dont elle est faite, et aussi d'analyser les textes comme un pur objet esthétique plutôt qu'un objet social. Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de ce colloque peut-être ? Puis ensuite on enchaînera sur cette histoire d'esthétique. Je vous demande en fait de parler du colloque, c'est parce qu'on on en a parlé énormément dans la présentation de la revue Volume. Et de toute façon, pareil, hein, ce qui est dans cette revue, il y a plein de choses qui viennent du colloque. J'ai l'impression que c'est un peu un marqueur sur l'histoire récente des hip-hop studies en France en fait. Oui, c'est vrai. Après, je pense que l'origine de ce colloque lui-même, ça vient avant, c'est la création de la liste mail Asherk, où pour le coup, j'étais pas encore là, donc peut-être Karim, tu veux plus parler de ça. C'est une liste de diffusion dont l'abréviation est, là aussi, on n'est pas très fort en prononciation, on sent qu'on est des gens de l'écrit, donc c'est l'acronyme de hip-hop dans l'enseignement, la recherche et la culture. Et quand on fait ça en acronyme, en fait, ça fait HH et ERK comme Cool Herc. Donc ça nous plaisait bien. Mais ça se lit, ça se dit beaucoup moins bien. C'est une liste de diffusion qui en fait a été la première mise en réseau de gens s'intéressant ou travaillant sur le hip-hop et pas seulement les musiques hip-hop, l'ensemble de la culture hip-hop. Dans différentes disciplines et y compris hors académie. C'est pour ça qu'elle est ouverte sur ce qu'on dit l'enseignement et la culture et pas seulement la recherche. Donc cette liste de diffusion, elle a dû être créée en 2014, je crois.
Il y a plusieurs centaines d'inscrits maintenant. Il y a autant de gens universitaires, beaucoup d'étudiants, mais il y a autant de gens universitaires que aussi d'artistes, de personnes aussi qui pensent cette culture et cette musique en dehors de cadres universitaires ou académiques, parce que c'est ça aussi qu'on essaye de rappeler. Hein. On ne pense pas... l'académie n'a pas le monopole de la réflexion. Il a peut-être le monopole de la réflexion légitime labellisée par l'État, mais payé. On va pas... non, même pas payé, puisqu'une grosse partie de la production scientifique académique est par des gens qui ne sont pas payés. En premier lieu, les étudiants et doctorants, dont une bonne partie ne sont pas financés. Le gros de la recherche est fait par des doctorants et des doctorantes, en fait. Et donc cette liste-là, après cette liste, c'est sympa d'échanger des mails, mais on avait envie de se rencontrer. Et puis, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on avait envie, plus que de dire il faut prendre au sérieux la dimension esthétique, c'était pas le principal propos du colloque, c'était une partie, mais c'était de dire prenons au sérieux la complexité, la densité, la diversité des approches nécessaires pour ces musiques. Donc, on a besoin de sociologie, si elle est bien faite. On a besoin d'histoire, on a besoin de géographie, on a besoin d'anthropologie, on a besoin de musicologie, on a besoin de prosodie, on a besoin de poétique, on a besoin de littérature, d'analyse littéraire, etc., etc. D'où un appel à contribution ouvert, très large. Et c'est comme ça qu'on a organisé pendant 2 jours en 2017 à la Maison des Métallos, ce qui est probablement le premier colloque international sur les musiques hip-hop. Et du coup, l'entrée, elle était sur la francophonie, enfin, donc sur les approches francophones des musiques hip-hop, plus exactement. Du coup, vous avez anticipé ma question, parce qu'on en a parlé un peu avant. Pourquoi la francophonie et pourquoi pas que la France? Pourquoi pas que l'Europe? Est-ce qu'il y a des traits communs à la francophonie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des analyses qui marchent aussi bien au Gabon qu'au Québec et en Guyane, et qui sont complètement différentes au contraire du monde anglophone? Voilà. Pourquoi ce choix des perspectives francophones? Il y a beaucoup de raisons différentes, mais il y en a 2 triviales qui sont importantes. C'est que d'abord, dans les gens qui l'organisaient, il n'y avait pas que des gens qui travaillaient sur la France. Donc, qu'est-ce qui nous réunissait? C'était pas forcément de travailler sur la France, et c'était pas forcément d'aspirer à ne travailler que sur la France. Et l'autre chose, triviale aussi, c'est que on peut trouver plein de raisons qui font qu'il y a quelque chose qui lie les pays qui ont une culture de francophonie, qui n'a pas le même statut selon les pays. Hein, les Français n'ont pas la même place dans tous les pays de la francophonie. On peut trouver, mais c'est un peu une reconstitution a posteriori. Ce qui comptait pour nous aussi, c'était d'affirmer des analyses qui sont aussi écrites en français, en fait, et face à une production sur le hip-hop qui était écrasée massivement par des productions en anglais et anglophone. Donc les perspectives francophones sur les musiques hip-hop, ça pouvait être aussi, d'ailleurs dans le livre, il y a une contribution sur les États-Unis, ça peut être des perspectives francophones sur la musique aux États-Unis, sur le hip-hop aux États-Unis, sur le hip-hop au Brésil, sur le hip-hop dans des pays où il n'y a pas une grosse communauté francophone. C'était vraiment les perspectives, c'était vraiment les analyses qui venaient de chercheurs et de chercheuses qui s'expriment en français. Après, il y a d'autres raisons aussi. Donc, le français, c'est une langue, et donc, comme toutes les langues, c'est un véhicule de communication. Donc, on communique par la langue, et donc les choses circulent pas pareil selon qu'elles s'expriment dans telle ou telle langue. Et c'est vrai qu'il y a énormément de diversité dans les pays francophones, dans leur histoire du hip-hop et leur rapport au hip-hop. Il y a des connexions transnationales hyper riches, mais le fait que la francophonie ait une place dans certains de ces pays, ça fait que les chemins qui mènent le hip-hop par la France ont souvent eu un rôle, même s'il peut être secondaire, ils ont souvent eu un rôle, que ce soit en Belgique, que ce soit au Maroc, que ce soit au Gabon. Les chemins qui font circuler le hip-hop des États-Unis vers le reste du monde ont un rôle essentiel, mais les circuits qui amènent le hip-hop aussi par le biais de la France, ils ont aussi un rôle en fait. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette histoire-là. Oui, l'autre élément, c'est qu'en fait, et je pense que c'est quelque chose qui est une préoccupation de plusieurs d'entre nous, ça nous intéresse d'essayer, sinon de fêler ou de briser, en tout cas de fragiliser le regard national et les problématiques étroitement nationalistes, ce qu'on appelle le nationalisme méthodologique. Le nationalisme, c'est un gros problème en ce moment, à plein de titres. C'est aussi un problème dans la pensée, dans la recherche. Et donc, on essaye souvent dans nos événements de s'ouvrir. Hein. Une autre version du nationalisme, c'est le centralisme. Donc, on essaye aussi d'arrêter de faire comme si, quand on s'intéresse au rap ou au hip-hop, en France, c'est forcément depuis la France hexagonale
et la France hexagonale réduite à sa capitale parisienne. Donc cette perspective francophone, c'était aussi une façon d'essayer de nous inciter, de nous aiguillonner à être ouverts et sur des regards qui viennent pas que et qui ne reprennent pas que le regard centraliste national hexagonal. Oui, donc pour le coup, c'est un peu l'inverse. Il n'y a pas du tout de traits communs, justement, de résultats communs ou de réflexions complètement uniformes. Justement, l'idée d'approche francophone, c'était plutôt d'aller côté diversité. Voilà. Je profite que tu aies le micro. Il y a un truc qui me questionne, moi, c'est que vous utilisez je vais encore être dans les termes, mais vous utilisez musique hip-hop. Musique au pluriel hip-hop, plutôt que juste hip-hop, ou plutôt que juste rap, ou plutôt musique du rap. Par exemple, Vincent Becquet utilise les musiques du rap. Pourquoi les musiques hip-hop ? Alors, musique, tout simplement parce qu'on ne parle pas d'autres disciplines du hip-hop, reliées au hip-hop. Et hip-hop, c'était parce que l'idée n'était pas de parler juste de rap. Après, en réalité, la majorité des contributions du livre, la majorité des réflexions du livre, je trouve, sont centrées autour du rap. Et je ne sais pas si aujourd'hui on aurait choisi musique hip-hop. Il y a en tout cas toute une partie de l'introduction où Karim revient sur cette appellation-là de musique hip-hop, parce que aujourd'hui peut-être que hip-hop ça n'a pas le même sens qu'il y a 10 ans, peut-être que en fait vu la part faible réservée aux autres disciplines, même s'il y a quand même des trucs sur le raga, etc., peut-être que on aurait dû dire rap, je sais pas. Et vu aussi, je suppose que ça a fait débat à l'interne, l'intégration en effet du raga, du R&B. Je sais pas ce que vous mettez d'autre dans musique hip-hop à part le rap. Mais est-ce que ça a fait débat, le fait d'intégrer ces disciplines-là ou ces esthétiques-là sous le vocable hip-hop ? Ça, moi, je n'ai pas de souvenir. Parce que si j'avais été là, ça aurait fait débat, par exemple. Ah ouais. Pourquoi toi, t'es contre les mettre pour moi, la musique du hip-hop, c'est le rap. Ok. Point. Pas le R&B, par exemple. Non. Okay. Bah non, le R&B a plutôt une histoire préexistante, en fait, même si le rap aussi. Mais le R&B a une histoire préexistante et qui a plus trait à la soul, qui a plus trait à de la new soul du coup, plutôt qu'au rap. C'est juste qu'en France, mais en fait ça a du sens de l'analyser, je pense, comme une musique hip-hop en France, hein, ça a complètement du sens. Parce qu'en fait ça a été un peu la musique des meufs qui font des refrains chantés. Et ensuite qui ont envie de faire autre chose que des refrains chantés et qui commencent à écrire des couplets. Et on a appelé ça le R&B. Mais bon, je vois pas trop... Enfin, ça n'a pas tellement de lien esthétique... avec le hip-hop, enfin avec le rap, mais en même temps c'est tellement on est dans l'analyse de l'art, donc on est aussi dans de la subjectivité, c'est compliqué de dire ça c'est du rap ou pas du rap. Déjà à l'intérieur du rap, il va y avoir des discussions qu'il n'y avait peut-être pas en 2015 ou en 2017 quand vous avez créé le colloque, mais sur ces histoires de drill, de trap, moi on m'a déjà demandé est-ce que tu fais du rap ou de la trap. Du coup est-ce qu'on est dans des subdivisions ou pas, est-ce qu'on peut catégoriser le rap Enfin, voilà, on pourrait presque dire les musiques rap aujourd'hui, en fait. Il faudrait presque faire une rencontre que autour de ces étiquettes, parce qu'il y a tellement de niveaux et de choses là. Déjà, je pense qu'il faut, pour remettre le contexte, au moment où on a choisi ce mot de hip-hop, il y avait un concurrent, il y a deux concurrents en lice importants. Il y a rap et il y a urbain. Les choses se sont déplacées par rapport à ça. Parce que clairement, début 2010 et encore en 2015, quand on commence à préparer le colloque, urbain, il est vraiment du côté des pouvoirs publics. Hein, il est vraiment du côté de l'urbain, les cultures urbaines, la définition Exactement. par les pouvoirs publics de pratiques artistiques qu'ils estiment intéressant pour leur finalité de réunir. Et aussi avec des logiques de dépossession d'expertise des acteurs. Et c'est ce qu'on disait dans la table ronde sur voilà. Volume, c'est qu'il y a plusieurs termes en fait. Il y a le terme cultures urbaines qui est utilisé par les pouvoirs publics et le terme juste urbain. On dit il fait de l'urbain et ça c'est plutôt dans l'industrie du disque. Exactement. Et en fait la prise d'autonomie et de force de la catégorie de l'urbain musical, elle est assez récente et ça va très vite et ça vient aussi du fait que des artistes commencent à s'en sont emparés. Mais ça fait 5 ans en fait. Hein. Avant c'était beaucoup plus timide, beaucoup plus faible. Et du coup de l'autre côté on avait. Tu veux rebondir là-dessus ? Ouais, non, je voulais dire que pour le dire un peu concrètement, c'est pas la même chose quand tu as des pouvoirs publics ou des gens de l'industrie qui vont dire urbain comme euphémisme pour dire noir et arabe, ou quand c'est au contraire des gens qui viennent justement du monde du rap, etc., et qui disent soprano, on veut qu'il garde l'étiquette urbaine parce que c'est un gars qui vient de chez nous.
entre guillemets. Pour Et moi, toi, tu as les déjà licences entendu sont des pas les mêmes. artistes s'autodéfinir, Bien sûr, Soprano, Gims, Aya, dire on fait de l'urbain. ouais, Ok. carrément. Mais c'est C'est marrant ça parce le que tu me changement. dis Soprano, Gims, Aya, qui sont 3 artistes qui se sont éloignés ou alors qui n'ont jamais été dans une Sosomanes. esthétique rap. Sosomanes. Sosomanes, ok. Parce que moi, j'ai jamais entendu dire un rappeur dire autre chose que je fais du rap. En général, les rappeurs s'autodéfinissent en disant même pas je fais du hip-hop ou je fais de l'urbain. En Ah non, général, pour le c'est le coup, terme qu'utilisent les rappeurs, c'est rap. pour le coup, moi, dans mes observations même très récentes, en fait, pour le coup, le vocable urbain n'a pas du tout le même sens qu'avant, où on pouvait vraiment le voir comme un euphémisme bizarre. Là, vraiment, bah, voilà, il y a même un extrait d'une interview que je fais avec Sosomanes où il dit notre musique vient des ténèbres, pas du conservatoire. Soit tu donnes ta vie à l'urbain, soit Bastako aussi, un truc comme ça. Donc c'est ça, tu donnes ta vie à l'urbain. Derrière, je pense qu'il met pas mal de choses et qui ne sont pas seulement strictement formelles. C'est pas juste tel type de caisse claire et tel usage du breakbeat, tel usage de sample ou quoi. Il y a des choses différentes. Mais en tout cas, oui, il l'utilise. Et ça, c'est une différence que je vois avec le début des années 2010 ou le moment où la catégorie urbain est arrivée. C'est qu'aujourd'hui, elle est appropriée par en tout cas des acteurs du monde du rap. Narges aussi, elle l'utilise, tu vois, maintenant elle a Narges, c'est changé. l'industrie du disque. Et elle a changé, oui, c'est vrai. J'adore Narges, mais juste c'est l'industrie du disque. Oui, Tu vois, oui, c'est vrai. Mais Mais après. elle a changé en plus, justement, suite à un débat autour Ah de ouais, ça. et elle dit quoi maintenant? Hip-hop. Ah ouais. Pour parler de la musique. Pour parler de la branche, qu'à un moment c'était l'étiquette urbain et il y a eu des débats autour de ça, mais c'est plus les sujets de recherche de Karim, ça en ce moment en plus. Mais en fait, plus que faire l'objet d'une rencontre, je pense que ça doit faire l'objet d'une recherche sur qui utilise, en fait, pour dire la même chose, c'est-à-dire pour parler d'un objet musical, qui va utiliser hip-hop et pourquoi dire hip-hop plutôt que rap. Parce que moi, très souvent, les programmateurs mettent hip-hop dans le genre musical et pas C'est un rap. changement. Parce que C'est rap, un c'est un gros changement mot. en fait. Et en fait, le problème, c'est que les mots, ils sont pas stables. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et pour te rejoindre, oui, c'est une recherche qu'il faut faire, mais c'est une recherche qu'il faut faire avec la conscience que les mots ne sont pas stables et qu'ils ne sont même pas stables dans le même temps. Ce n'est pas qu'une question de transformation historique, c'est ce que tu suggères. Le même mot dans la bouche d'un programmateur qui a une culture rock, d'une artiste émergente, entre guillemets, à mon échelle de vieux quarantenaires comme Naira, ou dans la bouche de Narges, ce n'est pas la même chose. Et donc ça, comprendre qu'en fait, les mots, ils ont des connotations, ils sont teintés en fonction de qui les dit à quel moment et dans quel rapport de pouvoir ils sont pris. Effectivement, c'est compliqué, mais il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, la langue, elle est aussi un espace de rapport de pouvoir. Et quand on est en position de faiblesse dans les rapports de pouvoir, on est aussi en position de faiblesse dans la langue. Et du coup, subvertir la langue, c'est aussi pour ça que c'est un enjeu aussi fort. Et je reviens peut-être à la discussion. Bon, encore une fois, vraiment, on en reparlera parce que travailler sur la catégorie, l'étiquette de l'urbain, ses appropriations multiples et divergentes, et aussi sa circulation internationale, parce que ça vient dans une certaine mesure des États-Unis, dans une autre mesure des pouvoirs publics français. C'est approprié par des personnes très différentes très tôt. On a toute la frange des artistes de la culture hip-hop, parce qu'on n'a pas discuté de musique ou culture, là aussi on aurait pu dire pourquoi, voilà. De la culture hip-hop qui vont s'investir dans dans le marché du rap ou du hip-hop, ils vont utiliser le vocable de l'urbain et souvent de l'urban. Ils vont utiliser dès les années 90 la notion d'urban, c'est le nom d'un magasin de disques, c'est le nom de société de street marketing. La notion de street marketing, elle fait la même chose et c'est bien en amont de l'appropriation par l'industrie du disque mainstream de toutes ces catégories. Donc en fait, effectivement, il faut travailler sur toutes ces circulations et c'est déjà plein d'ambivalence aux États-Unis même là-dessus. Je me suis un peu perdu en route, mais je voulais revenir à l'autre discussion qu'on pourrait avoir, c'est pourquoi hip-hop ou rap. Je comprends l'importance accordée à rap, mais rap, il avait aussi, au moment où on a fait le choix, il occulte aussi des choses. Et alors moi, je n'aurais pas la même lecture que toi sur le R&B, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on en discute. Le rap, à ses débuts, c'est une nouvelle version de funk. Donc en fait, le lien aux musiques africaines-américaines, il n'est pas plus fort pour le R&B qu'il ne l'est pour le rap. Et d'autre part, le truc que nous permet la notion de musique hip-hop, nous permettait, en tout cas moi auquel je suis sensible, c'est qu'il nous permettait d'insister sur des innovations musicales fondamentales que sont l'usage des platines comme d'un instrument de musique, le breakbeat, le turntablism, le scratch. Et ça, c'est le son hip-hop. Et donc, en fait, pour nous, musique hip-hop, c'est aussi insister sur le son et pas sur le rap qui, le terme même, il a une petite connotation verbe. Et c'est hyper important. Mais il nous semblait qu'en France en particulier, le verbe, voire le verbe écrit, avait tendance à effacer, à occulter tout le reste. Et donc, hip-hop, c'était aussi une façon de dire, voilà,
dynastie derrière ses platines. Voilà, ça c'est quelque chose qui marque un tournant esthétique, politique, social à plein de niveaux. Bah, du coup, on peut rebondir sur cette histoire de verbe qui prend un peu toute la place en France dans l'analyse du rap. Dans les premiers temps, des écrits, donc en fait des espèces de proto-hip-hop studies, mais des écrits autour du rap. On analyse surtout les textes, voire que les textes, ou alors le paysage social dans lequel ils sont écrits et qui les écrit aussi. Et du coup, un des paris que vous faites depuis quelques années et que fait ce livre, Perspective esthétique, c'est de sortir de ça et de sortir du rap comme uniquement un texte. Et du coup, j'aimerais bien que vous nous parliez de ça. Oui, on en parle pas mal dans l'introduction aussi. C'était un des enjeux, c'était d'aller au-delà de la textualisation, donc qui est la première approche, enfin les approches, en tout cas les premières approches qui tendent à considérer, alors moi je connais surtout le rap, mais l'objet rap en tout cas comme une forme esthétique, ça va être par le texte en fait. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je pense que le rap a en tout cas dans son approche académique, d'abord été traité comme un discours. Donc c'était intéressant parce que c'était un discours qui en plus portait sur des choses un petit peu exotiques, une réalité voilà, qui faisait en tout cas au début des années 90 l'objet de débats, de problèmes publics, etc. Donc ça, première chose, l'intérêt de s'y intéresser comme discours. Et ensuite, parce qu'on est un pays, la France, pour le coup, avec une très forte présence de l'institution littéraire. Et du coup, pour justifier, je pense, quelque part, la grandeur d'une culture populaire, il fallait pouvoir la rapprocher d'un avatar de la culture légitime. Et en l'occurrence, le plus facile, c'était la littérature. Et la troisième raison, c'est ce qu'on appelle dans l'introduction le primat de la raison graphique, qui est que les disciplines... vu que c'est un truc académique, on est habitué à beaucoup écrire et donc on est plus sensible à ce qui est écrit parce qu'on a l'impression que oui, ça c'est bon, c'est notre domaine, on connaît. Voilà, là où c'était plus dur pour tout ce qui est voilà, par exemple le breakbeat, l'usage des samples par exemple, c'est plus dur de trouver des musicologues, des approches de musicologues que de littéraires, alors qu'en fait c'est quand même une musique à la base. Voilà. Et vous avez trouvé ? C'est quoi les perspectives esthétiques autres que l'analyse purement littéraire alors ? Y a Maxence Déon par exemple sur l'usage de la fonction des samples, la fonction esthétique des samples. Il montre notamment, il a sorti un livre, en plus il y a un article mais il y a aussi un livre sur le sujet. Donc lui il est vraiment musicologue et il montre que dans les enjeux du sampling, il n'y a pas qu'une lecture en termes d'intertextualité, c'est-à-dire on sample ça pour faire un truc d'intertextualité, mais... Tu peux définir l'intertextualité ? Une référence du coup, justement. Enfin là je dis intertextualité, mais en plus c'est intermusicalité. C'est genre faire une référence explicite en fait à quelque chose. Par exemple, Booba va sampler Mistral gagnant, c'est juste pour... C'est une référence à Renaud. À Renaud, ouais. Bon là pour le coup c'est assez évident qu'il y a un aspect intertextuel, voilà. Mais ce que montre Maxence Déon, c'est que dans la plupart des usages des samples dans le rap, c'est la fonction, c'est elle est esthétique. C'est pour le son, pour la sonorité que ça donne. Quand NTM, donc du coup ils font un sample de Richard Klederman, ils le changent complètement. De manière à ce qu'il soit limite plus du tout reconnaissable et c'est vraiment sa matière sonore qu'on utilise et c'est pas forcément pour ensuite faire une référence. Pareil, les musiques de samples essentiellement de musique noire américaine, c'est pas pour forcément faire une référence à tel ou tel artiste, période et du coup que la chanson a un sens par rapport au sample, mais c'est vraiment pour c'est vraiment pour le son, pour la sonorité, la texture sonore. Donc les enjeux sont esthétiques et pas nécessairement de l'ordre d'une citation qui ferait qui aurait un sens direct comme ça. Donc lui par exemple c'est ce qu'il montre et ça c'est une approche de musicologue. Après le premier musicologue je crois avoir traité du rap français, c'est Jean-Marie Jaconot, qui est justement enseignant à l'université d'Aix-Marseille, où sont les presses universitaires de Provence, d'où la petite dédicace quand même, parce qu'il est pionnier à bien des égards.
Et il était présent au colloque, Oui. et il a soutenu très fortement la publication de ce livre dès les premiers mois après le colloque. C'est entre autres à lui et à l'ensemble de l'équipe des presses universitaires de Provence que l'on doit ce livre, parce qu'on a eu, et c'est important de le dire parce que souvent c'est pas le cas, on a eu un vrai soutien et une vraie confiance éditoriale en fait. Si on peut rester à Marseille, du coup, parce que Avec plaisir. dans cette histoire de ne pas faire forcément de l'intertextuel, je sais pas si tu avais vu, il y a Imhotep qui a fait une espèce de petite tournée à un moment où, à plein d'endroits, il décortiquait la façon dont il sélectionnait les samples pour l'école du micro d'argent. T'as vu ça? Non, j'ai pas vu. Ça me dit quelque chose, T'as mais vu ça ou doit pas? être passionnant. C'était incroyable. Alors moi j'ai vu ça au Flow, je sais pas s'il y a des gens qui étaient là. Malik, t'étais là, hein. Ouais, François aussi. Alors il le faisait particulièrement sur le morceau L'école du micro d'argent, où il montrait toutes les pistes qu'il avait samplées. Et là, c'était clairement évident qu'il n'y avait aucun lien intertextuel ou intermusical. Ouais. Il y a par exemple un truc de chant traditionnel inuit qu'il avait mis, à l'envers. Enfin, il y avait plein de trucs qu'il était allé chercher à plein d'endroits différents. Et d'ailleurs, cette conférence ne sera jamais en ligne parce qu'il y a des trucs qu'il est allé chercher sans demander s'il avait le droit de le faire. Oui, c'est pour ça. C'est aussi que c'est compliqué de travailler sur le sampling parce qu'il y a tout simplement un enjeu juridique, quoi. C'est pour ça que ça se fait pas de griller les samples des fois. Oui, il faut pas trop le faire. Cette anecdote et ces récits d'Imhotep, comme la contribution de Maxence Déon, ça permet vraiment d'insister sur ce truc. La musique, c'est une matière. Et donc mettre les mains dans la matière et la travailler, c'est une des activités qui fait l'art et qui fait la musique hip-hop ou d'autres. Et c'est hyper intéressant et hyper important. Et c'est pas quelque chose qui a été si souvent dit, même si c'est une évidence pour les gens qui mettent leurs deux mains dans le son. Ils le savent, ils kiffent. Mais les gens dans le milieu académique qui vont écrire des choses et qui sont pas forcément des gens qui le pratiquent, et même des fois des gens qui le pratiquent, ne vont plus le dire ou plus oser le dire au moment où ils passent à l'écrit. Oui. Nous, il faut qu'il y ait tout qui ait un sens. Et voilà, le son, ça se pétrit, ça se travaille, et il y a des choses qui fonctionnent, il y a des essais-erreurs, il y a des explorations qui se font comme ça et qui sont hyper intéressantes à décortiquer. Ouais, c'est que ça. Il y a un morceau dans mon album, dans le dernier, Une fleur à mon arbalète, où le charlet, c'est le trousseau de clés de Malik Berki dans sa poche, qui fait ça et qui le secoue de temps en temps de manière différente. Shook Ones partout, c'est la gazinière d'Avoc, je crois. Les caisses claires de Thriller, de tout l'album Thriller, Quincy Jones rajoute par-dessus les caisses claires un claquement de porte à chaque fois, et c'est pour ça que les caisses claires défoncent comme ça. Et tu vois, quand la musique contemporaine fait ça, on appelle ça de la recherche musicologique. Mais quand les musiques populaires en général, et surtout le hip-hop, et je dis le hip-hop parce que du coup c'est d'abord ce travail sur le son et pas sur les mots, parce que dans les mots il y a la même chose aussi. Il y a des fois des mots qui s'entrechoquent et qu'on met là parce qu'ils s'entrechoquent vocalement. Genre Fix, où je te mystifie comme un Twix. Par exemple, le célèbre Twix de Freeman. C'est pas pour le sens. Pour rester à Marseille, c'est pas pour le sens, c'est pour le son, mais ça marche. Et donc, quand c'est dans les musiques populaires, à fortiori dans le hip-hop, soit c'est complètement effacé, soit c'est rigolo, c'est un hasard. En gros, c'est complètement tout le travail, toute l'imagination qu'il y a derrière est un peu effacée et occultée. Alors que, oui, c'est aussi ça la créativité artistique, et elle est bien présente dans ces musiques sous cette forme-là. Et pour aller encore une fois dans un exemple qui va au-delà de la textualisation, tu as tous les travaux sur la prosodie. Alors il n'y a pas de contribution de lui, mais on en parle dans l'intro. Il y a Christophe Rubin qui travaille sur le flow, qui parle de l'écriture du rap comme une écriture de la voix. Donc du coup le jeu sur vraiment la voix qui a toujours un surplus de sens. C'est toujours un surplus de sens quand on entend la voix incarnée, tout ce qui est performance, tout ça. Et là par contre on a des contributions dans le livre sur la question de la prosodie, avec notamment une approche vraiment pionnière et originale d'Olivier Migler sur les techniques de voix, donc raga et rappé. Et qui est vraiment un peu technique. Il fait mais tout un original. schéma avec les partitions, etc. C'est assez technique. Ça, c'est aussi une chose que nous permettait cet éditeur et qui nous tenait à cœur, c'est aussi de pouvoir être technique des fois, c'est-à-dire d'aller loin dans nos disciplines, d'aller loin dans nos délires, nos disciplines académiques. Et c'est important de pouvoir faire ces allers-retours, d'être parfois dans la diffusion et un dialogue comme ça, où on partage nos vocables, on essaie de faire en sorte d'être compris par tout le monde, d'être des fois dans des dialogues entre disciplines, et des fois d'aller loin dans nos délires de discipline un peu étroits, un peu pointus, mais qui du coup font avancer aussi les connaissances, et après on peut travailler à les rendre plus accessibles, etc. On n'a jamais voulu choisir entre ces trois approches-là. On a toujours
quand je dis on, c'est un peu le collectif qu'on forme, on a toujours voulu les mener en même temps. On veut à la fois être capable de dire non mais en fait pourquoi on dit intertextualité alors que c'est juste référence et en plus c'est un mot qu'on n'arrive pas à dire. Ce truc-là, tu vois, nous on écrit tout le temps et du coup on se rend même pas compte que perspective esthétique c'est dur à dire ou que comment c'est ouais, H-Erk, quoi. Ou alors patrimonialisation, combien il y a de syllabes là-dedans? Attends, vas-y, je vais encore bafouiller, légitimation, patrimonialisation. On est trop dans notre jus et du coup on aime bien pouvoir faire le travail d'en sortir, mais il y a des moments en fait où on a besoin aussi d'être dans ce délire-là pour avancer et pointer des choses précises. Et je pense que la plupart des gens qui ont des disciplines, et ils ont besoin de ces deux temps-là. Et les artistes, c'est le cas, hein, les artistes, je pense que... J'allais dire, vous pouvez faire... Je pense à ça quand je dis des featuring, mais de temps en temps, il faut faire un solo. Exactement, et puis il faut aller loin dans son obsession d'artiste, de rappeur passionné de tel flow, de tel gars ou de telle meuf, disséquer tel mort, tel truc, quoi. Et jamais on va en parler avec la plupart des gens du public ou avec des gens en dehors, mais par contre à d'autres rappeurs ou rappeuses en faire mais t'as vu là le moment où il pose son truc à contre-temps à tel moment et ça fait mais c'est ça en fait, j'ai compris pourquoi ça me faisait un tel effet ce truc là. Nous on est dans nos délires comme ça aussi des fois avec mais pourquoi Luc Boltanski à la page 400 il dit ce mot là mais en fait il est à côté de la plaque ou juste j'ai toujours pas capté le bail. Ouais, c'est ma vie là, un bon descriptif de ma vie depuis quelques semaines. Ouais. Qu'est-ce que, à part du coup cette histoire de prosodie, sampling, l'étude des samples aussi, et toi je crois que tu as un peu travaillé sur la stylistique. Oui, alors la stylistique ça reste quand même une approche un peu textuelle hein, puisqu'on reste sur les paroles, mais déjà on considère ça comme des paroles, pas comme du texte, c'est déjà un petit progrès. Tu nous fais une définition de la stylistique peut-être? Alors la définition de la stylistique, je t'ai épargné celle de la prosodie. C'est vrai. Alors moi ça commence à dater mon passé de stylisticienne, mais la stylistique, c'est une discipline issue des études littéraires, effectivement, qui consiste à étudier les procédés formels du langage. Dans le langage. Donc ça va être les fameuses figures de style qu'on apprend à l'école pour le bac de français essentiellement. Après on s'en resserre plus jamais. Et en fait non, si on s'en resserre quand même un petit peu. Quand on écrit des articles sur le rap, c'est ça? Quand on écrit des articles sur le rap, non même tout le monde sait ce que c'est une métaphore et tout le monde utilise la métaphore parce qu'on est un pays qui aime bien quand même la langue et tout, donc on s'en resserre quand même. Après. Sur la stylistique, pourquoi avec Benoît, on était donc Benoît Dufaux avec qui j'ai co-organisé le séminaire La Plume et le Bitume qui consistait à approcher de manière stylistique le rap français. Le séminaire qui se déroulait à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, ce qui faisait bien rire les journalistes. École normale sup, et c'était quelle époque à peu près? Je pense 2014-2017, je dirais. Et où vous invitiez des rappeurs, rappeuses pour faire des espèces d'interviews et de décortiquage ou vacation de leurs textes ou de manière stylistique, mais en public. Oui, alors ça c'était la vitrine parce qu'il y avait quand même beaucoup de séances de préparation. Les séances du séminaire où il y avait des invités, c'était 3 par an. Et on avait donc 3 autres qui consistaient à préparer ces séances essentiellement. Où pour le coup là, c'est Benoît et moi qui faisions comme des séminaires de stylistique. En fait, on analysait le style de tel ou tel rappeur de la même manière que sur toute l'œuvre de Baudelaire, tu identifies telle et telle figure de style récurrente, manière Et en général, nous, c'était... En tout cas, moi, c'était une grande idée que j'avais à l'origine du séminaire, c'était l'idée que le style est une vision du monde et que du coup, à travers, par exemple, l'étude du style de tel et tel rappeur, mais en allant au-delà des seules figures de style, en parlant aussi des jeux sur la rythmique, sur les décalages avec certains temps sur le beat, etc., sur l'usage des... comment ça s'appelle tu sais, quand il y a les cuts, par exemple, quand tu mets un mot sur un cut et tout ça. Donc on essayait d'aller quand même sur cet aspect technique-là, au-delà de la textualisation. Ça nous permettait de montrer que ça allait de pair avec la vision du monde de tel ou tel artiste. Et du coup, de sortir d'une approche du rap comme... genre le rap en général aussi c'était beaucoup ça, les premières approches c'était le rap en général, c'est ça privilégie plutôt ça privilégie pour tout ça. Là je viens de relire l'intro, il y a même un truc que je pense que je serais plus du tout d'accord avec, de dire que le rap ne favorise pas tellement la rime, c'est vrai, mais plutôt la paronomase, figure par excellence du rap. C'est quelque chose que défendait Julien Barré, mais en 2008, dans le rap ou l'artisanat de la rime. Paronomase, tu peux juste... Paronomase, c'est 2 mots qui se ressemblent.
C'est voilà, des mots très proches en termes de sonorité. Moi, je pense maintenant, plus du tout. Je pense qu'il y a en réalité, il y a des écoles. Il y a des écoles d'écriture. L'école néochrome, ça va être les multisyllabiques qu'on appelait peut-être pas comme ça à l'époque. Et encore, c'est une certaine école néochrome à tel moment. Vous avez l'école PNL, c'est encore une autre école. Vous avez... On parlait de l'école 9 de I avec Benjamin Veil, ouais. de la suppression des déterminants. Ouais, la suppression des déterminants, par exemple. Alors ça, c'est marrant parce que des rappeurs nous en parlent très souvent parce que ils s'en rendent compte et ils disent, bah, c'est vrai qu'en fait, et c'est lié à la nature du français, qui est une langue oxytonique, c'est-à-dire que nous, on est une langue très monotone en fait, parce que à part dans les versions justement locales comme le marseillais, ou en tout cas la langue, les accents méridionaux et tout ça, c'est une langue où on accentue la dernière syllabe à chaque fois. Donc en fait, contrairement à l'anglais, c'est une langue qui ne swing pas du tout. Et ça, c'est compliqué quand t'es rappeur en vrai. Et du coup, certains rappeurs se rendaient compte que des fois, pour que quand ils rappaient, ça tombait sur un déterminant, l'accentuation, à la fin d'un truc. Et ils se disent, ben non, un déterminant, c'est moche, on veut pas insister sur ça. Et donc des fois, pour gagner, on va dire, une mesure, ils suppriment le déterminant, parce que juste c'est plus percutant comme ça aussi, voilà. Donc c'est lié, il y a pas mal de choses comme ça. Et effectivement, il y a donc ça c'est Anthony Pequeux, Rémi Vallon qui le montre, la question de l'ellipse syllabique donc dans l'école. Alors il y a pas, en vrai, il y a pas que Time Bomb, il y a aussi la Funky Family. Enfin, il y a aussi d'autres choses, mais en tout cas, oui, eux, ils l'identifient au moment Time Bomb. En tout cas, Rémi Vallon, c'est ça. Donc voilà, il y a différents. Pour moi, maintenant, c'est même plus la paronomase et la figure de style par excellence du rap en général. C'est en vrai, il y a plusieurs styles d'école. Et du coup, l'approche qu'on avait avec Benoît de cette idée de considérer les rappeurs comme des artistes qui auraient des styles particuliers, tout comme Flaubert n'écrit pas de la même manière que Sartre, c'était une manière. Enfin, il faudrait que je prenne des gens quand même à peu près de la même époque, mais en tout cas, oui, c'était une manière de penser autrement et de sortir de ces visions réifiantes et homogénéisantes du rap. On en parle un peu de ce colloque et après on revient sur la question stylistique parce que c'est un peu ça se touche. Ça m'intéresse de savoir ce que parce qu'en fait j'ai envie de parler de ce colloque parce que tu en parles dans le livre, tu écris un article complètement dessus sur la façon dont ça s'est déroulé et surtout la façon dont ça a été perçu. Donc à la fois faire sortir le rap de l'analyse sociale et à la fois le faire rentrer à l'école normale sup. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui, du coup, il y a un article donc, dans le livre qui est une forme de retour d'expérience que j'ai écrit de manière complètement subjective. Hein. C'est mon retour, c'est pas du tout écrit en concertation avec mon collègue Benoît Dufaux. Mais en tout cas, même si je pense qu'il n'y a rien qui le vexerait dedans, mais en tout cas, c'était lié du coup à l'organisation de ce séminaire, La Plume et le Bitume. Qui donc, on est en 2014. Moi, la littérature, je décide d'arrêter malgré mon premier mémoire sur le rap français. Et en fait, il y a Benoît, on se connaissait pas. Et il décide de lui se dire, il y a cette possibilité de faire des séminaires d'élèves à l'ENS, c'est-à-dire des séminaires de recherche où on fait le thème qu'on veut, même si on n'est pas encore doctorant, même si on est complètement encore étudiant, mais voilà, c'est pour s'entraîner à devenir des chercheurs en fait. Et donc on se dit, très bien, on peut faire ce qu'on veut, il faut faire, ça peut être trop bien de faire un truc sur le rap, parce qu'en vrai, on trouvait qu'il y avait un déficit ou en tout cas qu'il y avait un intérêt particulier à approcher le rap de manière stylistique. Et donc, on a profité de cette occasion, de cette possibilité, pour faire ce séminaire. Et au début, j'avoue que moi, j'ai mis très longtemps à accepter. Je me posais plein de questions. Des questions sur la légitimité, sur les effets que ça pouvait avoir, en fait, de parler de rap à l'école normale supérieure, tout comme j'en avais pour faire mon mémoire à la Sorbonne, à Paris 4 et tout. Et en fait, je pense que ce qui m'a aidé à trancher, et à dire ouais il faut le faire, c'est mon côté libido scandy, d'intello, qui est que je crois fondamentalement à ce que
aux outils quand même de la science et le fait de réfléchir sur les choses. Et je pense que l'être humain, on n'en devient que plus riche en fait en se prenant la tête sur les choses, etc. Et que là, j'avais le temps et l'argent de le faire. Et l'argent surtout. C'est vrai. C'était quoi les questions que tu te posais, par exemple, qui t'empêchaient de le faire? C'était la peur de déformer, de ne pas respecter l'objet parce qu'il serait hétérogène peut-être aux outils de la stylistique. Alors qu'en réalité, la stylistique, ça te permet d'étudier tout, d'un discours politique à une publicité, en passant par un chef-d'œuvre méga reconnu, méga légitime de la littérature française. Et en fait, voilà, c'était une manière aussi de normaliser le rap et de dire pourquoi pas. En fait, c'est le genre musical le plus important de ces dernières années. Il y a pour le coup un vrai travail sur la langue qui est flagrant chez certains. Et bien évidemment que l'université doit s'en charger. Évidemment que l'université doit s'en charger. Et l'autre truc que je me dis, je préfère que ce soit des gens comme Benoît et moi qui sommes des amateurs, amatrices depuis très longtemps et qui respectons le truc et où on se met aussi des fois un petit peu en danger. On n'est pas juste là dans notre bulle à dire venez, on travaille sur un truc que personne ne connaît et qui est un peu à la mode et donc du coup ça nous fait en gros du profit symbolique par rapport à ceux qui vont faire la 56e thèse sur Marguerite Duras ou des choses comme ça. C'était pas ça, c'était vraiment aussi de dire on est sûr qu'on va pas raconter n'importe quoi. Parce que là, j'en vois en fait des travaux comme ça. C'est pour ça que je me dis c'est pas mal que... Je me suis dit ça va forcément arriver et donc je préfère y être en fait. C'était peut-être un peu prétentieux parce que j'ai sûrement aussi dit beaucoup de bêtises et tout ça. Mais en tout cas, voilà, j'avais ce souci de me dire au moins on est des vrais fans. C'est bizarre, mais voilà. Et du coup, vous avez fait venir Kazé, Virus, Medine et d'autres rappeurs, rappeuses. Et ça a été quoi la réception? Et par le public, et par les gens de l'ENS, et par les rappeurs et rappeuses eux-mêmes, cette histoire de faire rentrer le rap à l'ENS ou d'étudier la stylistique du rap? La réception a été ambivalente. Il y avait d'un côté des gens qui disaient bah oui, c'est la mission de l'université de s'intéresser aux objets de la société, de comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit. Donc, il y a une nouvelle forme là, artistique qui joue sur le langage. Donc, c'est normal que des gens qui travaillent sur le langage travaillent dessus. D'autres où c'était du coup des approches plutôt réactionnaires qui, eux, disaient qu'en gros, c'était une sous-culture d'analphabètes. Enfin, ils reprenaient ça, ils développaient là-dessus et disaient que c'était... un scandale que l'école de la République consacre du temps, de l'argent sur des sujets qu'ils jugeaient illégitimes. Et Le rap est une sous-culture d'analphabète, c'est ouais, la phrase d'Éric Zemmour. Zemmour. Ouais. C'était des variations sur ça. Hein. Vraiment, pour le coup, il y a eu vraiment des attaques d'extrême droite sur le séminaire, particulièrement quand il était question de près ou de loin d'islam. Donc ça allait être par exemple quand on a parlé, parce qu'on a fait une séance aussi sur le style d'Ali, le rappeur, et on a parlé du coup des influences coraniques vraiment dans le souffle, l'écriture, la gestion, tout ça. Et là, il y avait une journaliste du Monde qui l'a du coup écrit, et là ça a commencé Enfin, les problèmes ont commencé là. Et après, le deuxième gros problème, ça a été Medine, effectivement, parce que lui, il y avait aussi une histoire derrière. Donc voilà, vraiment, réception ambivalente, je dirais. Mais c'est marrant, en fait, ça veut dire que quand on essaie de sortir de l'analyse du rap uniquement par le prisme social et qu'on fait de la stylistique, on est rattrapé quand même par la position sociale qui est attribuée au rap et qui est attribuée aux rappeurs, du coup, en fait, comme s'ils étaient, en fait, du coup, comme ils sont musulmans et que l'islam est vu comme une religion guerrière ou en tout cas qui doit pas rentrer à l'école, parce que si vous aviez incompatible avec la République, c'était leur terme. Ouais, bah ouais, si vous aviez analysé Pascal et ses théories sur le christianisme, je pense que vous auriez pas eu d'article de cette veine-là. Non. Non, les influences bibliques, c'est la base de plein d'études littéraires. C'est la base de plein d'études littéraires. Si t'as pas lu la Bible, fais pas d'études de littérature, même, enfin occidentale en tout cas, je veux dire. Donc ouais, c'est ça, oui, ça, voilà, c'était parce que ils ont une vision de ce que doit être l'école, l'enseignement, la recherche, qui est, ça doit être les influences judéo-chrétiennes maximum. Et encore le judéo, ils n'étaient pas tous, je pense, bien d'accord avec ça.
Ouais, non, vraiment l'extrême droite pour le coup. C'est vrai que quand j'y pense, quand j'y repense, je me dis c'était quand même un truc de fou. Mais bon, voilà, c'est lié aussi à la visibilité de l'école et celle croissante aussi du rap, je pense, dans le débat public. On revient au processus de légitimation dont on parlait en fait dans la table ronde autour de la revue Volume. Le rap à l'ENS, c'est pas vraiment, c'est censé être un oxymore en tout cas. Et du coup, j'aimerais bien savoir enfin sur cette histoire de la plume et le bitume, comment ça a été reçu par les rappeurs aussi. Les rappeurs et les rappeuses, est-ce que c'est arrivé que de leur côté, ils considèrent que le NS n'était pas légitime ou authentique pour aller y parler, ou que vous, Benoît Dufaux et Emmanuel Carinos, qui sortent de nulle part, ayez envie de parler de leur texte, est-ce que vous avez eu des refus de ce type ou alors des réactions dans cette veine-là? Je crois que j'en parle de la réaction des rappeurs dans l'article. Il y a des réactions différentes. Il y a des réactions de, par exemple, du coup où les rappeurs se sentent plus proches du coup avec la question de la grande littérature ou la littérature officielle, et du coup ça a donné par exemple Virus qui s'autorise les reprises de Jean Rectus. Alors c'est pas que parce qu'il y a eu l'ENS, c'est évidemment plein d'autres choses, mais je pense que ça a eu une part. D'ailleurs on est remercié de toute façon dans le livre des Soliloques du pauvre et le livre CD qu'il a fait par la suite, et c'est Benoît Dufaux qui a écrit la préface. Ça a joué. Ensuite, moi, ma posture, on va dire, préférée, c'est celle de Kazé, qui à la fois a joué le jeu parce qu'elle estime, oui pour changer, mais enfin parce qu'elle estime à la fois que c'est intéressant de parler sérieusement de son art, de son processus artistique. C'est une artiste, en vrai, des artistes, ils aiment parler de ce qu'ils font quand ils sont respectés, quand il y a du travail derrière. Ça, c'est par contre un retour qu'on a eu de tous. C'est vraiment, ils ont reconnu le travail qu'il y avait derrière. On n'était pas juste là pour dire, comme sur France Inter, mais alors, ça veut pas dire rhythm and poetry, le rap. C'est vrai que voilà, c'était quand même, on était un peu plus, un peu plus poussé que ça. Et elle, à la fois, elle jouait ce jeu et en même temps, elle n'en était pas dupe. C'est-à-dire qu'elle disait oui, ok, on est à l'ENS, mais c'est nous qui sommes légitimes, c'est nous qui légitimons l'ENS, entre guillemets, en venant. Donc, ouais, moi, c'était un peu ma préférée Kazé. C'est un peu la posture historique de Kazé dans les interviews qui, je sais pas si tu te souviens de l'interview croisée avec Despentes là, Ouais. dans Libération, où il commence à parler des enfants et tout, et Kazé, elle dit, et c'est marrant parce qu'il le laisse dans l'interview, j'ai rien à dire à Libération sur ma vie privée. Ouais. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est même dans. Avec Comment ça Bouga, s'appelait elle dans disait Street pareil. Life, elle était déjà comme ça. Elle a vraiment une espèce de posture historique comme ça de défiance qui vient un peu, enfin, qui ressemble à NTM aussi d'ailleurs. Il y a un truc peut-être très 9-3 dans les interviews, tu vois, d'être en défiance et plutôt c'est moi qui te légitime, vraiment, c'est chez moi en fait là. C'est moi l'objet. C'est l'objet et à la fois une reconnaissance, oui, du travail qui a été fait. Après, il y a la question de la visibilité publique. Par exemple, je me demande si on n'avait pas demandé à Ali de venir. Et Ali, non, c'était pas son truc. Je sais plus si Ali c'était le cas ou pas. Mais oui, voilà. En tout cas, oui, il y a vraiment des réactions assez différentes. Kondo, par exemple, lui, c'était merci pour le travail, mais pour lui, l'approche trop textuelle, c'était trop. Lui, il disait, au bout d'un moment, il avait envie de juste dire, mais ça groove, et du coup de dire, mais c'est de la musique. Et ça, c'est vrai que c'est même là, hein, parler, des fois, je sais même pour les podcasts, des fois, quand on parle de musique, c'est un peu fatigant de juste mettre des mots, et des fois, on dit juste, bah, écoutez ou danser, vraiment. Mais après, ça fait partie. Nous, c'est notre travail. Notre travail, c'est de mettre des mots sur et d'expliciter les choses. Et c'est pour ça que le boulot des musicologues, notamment, est complètement dingue. C'est de mettre des mots sur de la musique et que cette histoire de prosodie là et de mettre des partitions sur les flows des rappeurs, parce que c'est ce qu'il fait, hein, il met les flows des rappeurs dans des partitions. C'est aussi complètement ouf parce que nous, on a envie de dire, bah vas-y, écoute, mais c'est un peu par flemme aussi parce que en fait, on ne sait pas expliquer Ouais, avec c'est des vrai. mots. Tu vois, par flemme ou par incompétence. Et c'est pas grave en fait d'être incompétent là-dessus. C'est que moi, c'est très difficile pour moi, même en tant que rappeur et qui enseigne même le rap, d'expliquer c'est quoi un flow des fois, tu vois. Et là, Mm. carrément le mettre dans des partitions, tu vois, il y a un truc. Mais l'idée, c'est pas du coup dire aux gens, bah, maintenant, il va falloir savoir lire ces partitions ou comprendre l'outil Audiosculpt là qui est utilisé. C'est pas du tout ça. C'est plus de dire qu'est-ce que nous on peut dire grâce à ces outils d'intelligent et d'intéressant sur l'évolution du genre, sur l'esthétique de tel et tel artiste, le style de tel ou tel artiste. C'est de mieux comprendre
l'art en général. Oui, et puis parfois d'être aussi dans ce dont tu parlais tout à l'heure, d'être dans le dialogue entre initiés, quoi, ou entre amateurs, de juste kiffer entre nous. Et de toute façon, c'est ce qu'on fait quand on est entre deux rappeurs, on parle de rap en fait. Et on va parler de rap beaucoup plus techniquement, comme tu disais tout à l'heure, comme vous entre chercheurs. En vérité, c'est la même chose. Et du coup, je rebondis un peu à côté, mais on dit pourquoi le livre, c'est pas perspective esthétique sur le rap. Bah, par exemple, sur cette question de comment on écrit la voix, il y a une contribution passionnante sur le beatbox dans ce livre. Et en fait, là, on est exactement dans la même chose, mais dans une finalité pédagogique et pas dans une finalité analytique. C'est-à-dire, pour Adrien Comtesse et le beatboxer Andro, travaille à une espèce d'alphabet hiéroglyphique des sons de beatbox. L'objectif, c'est de trouver aussi une façon d'initier et de faciliter l'apprentissage du beatbox à des gens qui connaissent pas du tout. Et donc, c'est une autre façon d'accéder au beatbox qui est en parallèle de celle plus traditionnelle où on apprend par imitation et par imprégnation, qui est celle qui domine depuis X temps. Et là aussi, la contribution dans le livre, je la trouve très très éloquente sur ce que prendre au sérieux l'épaisseur vocale et esthétique d'une pratique du hip-hop peut donner, et à quel point ça fait aussi regarder le beatbox, le human beatboxing autrement, parce que ben voilà, on n'a pas dit le mot beatbox une seule fois depuis le début. C'est là aussi où le rap, c'est vrai que c'est un mot important, c'est vrai aussi que c'est un mot qui efface et qui occulte tout un ensemble de gens et d'autres pratiques, quoi. Mais d'ailleurs, sur ce travail sur le beatbox, il y avait une brochure qui était ultra bien faite, et je pense qu'ils ont un site internet même. Et ils font des ateliers, ouais. Et je n'ai pas eu de nouvelles récentes, mais je sais qu'ils avaient vraiment un travail d'aller au bout de cette expérience-là, et dans les ateliers d'initiation beatbox qu'ils faisaient, ça fonctionnait assez bien, c'est-à-dire pour avoir une mise en bouche du beatbox basique. En 2 jours, on commençait à comprendre par corps ce que ça veut dire beatboxer, et c'est quelque chose d'hyper intéressant en termes de vulgarisation de cette pratique-là. Tu te souviens comment ça s'appelle du coup leur projet ? Vocal Grammatics. Vocal Grammatics, exactement, ouais, et qui se retrouve facilement sur Internet, sur Google. Pour terminer, j'aimerais bien discuter avec vous de cette espèce de featuring que vous avez fait aussi. On en a discuté au début, mais y revenir un peu plus longuement sur le featuring que vous faites avec Kondo et aussi avec Wafa Mamesh, qui en fait ne sont pas chercheurs tous les deux, et même Manu de toute façon sur La Plume et le Bitume, en fait t'es actrice plutôt que chercheuse. Oui. Et même si ailleurs t'écris en tant que chercheuse, et je sais que c'est un truc qui vous tient à cœur en fait, de mettre tout le temps en dialogue, et nous c'est ce qu'on fait aussi à Trou de Mémoire de toute façon, de mettre en dialogue les chercheurs et les gens à propos de qui ils cherchent, quoi, ou alors les rappeurs ou les musiciens, les artistes et les gens qui écrivent à propos d'eux. Ça nous tient à cœur de avoir conscience, y compris pour notre intérêt propre, que réfléchir aux choses, c'est pas un monopole des gens qui sont labellisés par un diplôme et accrédités par une institution étatique ou autre. Et du coup, il y a beaucoup à apprendre et beaucoup à échanger, à discuter avec plein de gens qui ont des expertises propres, qu'elles soient certifiées ou qu'elles ne soient pas certifiées, sur des sujets et des thèmes qui nous intéressent, et de ne pas être dans... et après, c'est toujours une tension, c'est toujours un enjeu, c'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes, il ne suffit pas de le dire et c'est bon, mais d'être dans quelque chose où on apprend les uns des autres et pas on profite des autres. Parce qu'on peut aussi, c'est aussi une pratique en fait assez classique de la recherche académique, on va vers l'expertise des acteurs, on s'en imprègne, et puis après on fait des livres où... tout donne l'impression de sortir de la tête du chercheur, et je le dis au masculin volontairement, quoi. Vraiment cette figure pour le coup hors sol, asocial, du penseur, surplombant, etc. Donc après, c'est beaucoup de questionnements, là aussi je rejoins Manu là-dessus, c'est beaucoup de questionnements, d'hésitations, d'essais-erreurs, etc. Et puis c'est pas tout le monde que ça intéresse, et c'est normal. Peut-être c'est normal que dans le monde académique, tout le monde ne soit pas autant intéressé par ça, mais c'est aussi surtout normal que hors du monde académique, tout le monde ne s'intéresse pas au délire des universitaires. Quand c'est bien fait, en général, les gens s'y intéressent, mais bon, mais par contre, il y a des gens que ça intéresse, et il y a des gens que ça nourrit aussi en retour. Je pense que tu en fais partie, Wafa en fait partie, Kondo en fait partie. On se rend vite compte quand on a les atomes crochus, des bases de discussion, y compris sur des désaccords. Quand Kondo dit non, mais là en fait c'est bien pour vous, c'est votre délire, bon moi ça va trop loin. On sait qu'on
que le taf il est bien fait des deux côtés, parce qu'on se reconnaît, on sait où chacun se situe. Ouais, je situe Soufa sans faire exprès. On se reconnaître, c'est ça aussi, c'est savoir qu'on a du commun, on a à partager, puis on a chacun un chemin aussi. Et puis après, il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont une pensée et qui déploie une réflexion qui relève en fait totalement de ce qu'est la réflexion et la pensée qui devrait être légitime dans le monde académique, mais qui ne sont pas dans le champ académique. Parce qu'il y a des gens qui sont formés, et notamment Wafa, Mamesh ou d'autres, aux méthodes, aux enjeux de l'histoire, mais qui n'ont pas voulu ou n'ont pas pu, ou pour l'instant, le faire valoir dans le monde académique, parce qu'il y a plein d'autres univers que le monde académique qui sont super chouettes. C'est aussi pour ça, peut-être, Manu, que tu n'as pas que un pied dans le milieu académique, tu l'as dit, hein, tu prends plaisir aussi à être rédactrice, pas seulement... Et du coup, voilà, faire circuler la pensée, la réflexion, des échanges, c'est important de le faire circuler au-delà des institutions, au-delà des cloisonnements qu'il peut y avoir. Donc... voilà, là c'est qu'une ébauche en fait, c'est qu'un début. Hein, donc chaque événement ou chaque chose qu'on fait, on essaye d'aller plus loin sans le faire artificiellement. C'est ça la tension. Quand il n'y a pas plus ou autrement, c'est soit parce qu'on n'a pas trouvé le temps, les bonnes personnes, les atomes crochus, parce qu'on ne veut pas non plus forcer les choses. On ne va pas faire semblant, on n'est pas allé chercher des artistes ou des critiques musicaux juste pour le plaisir de dire « Ah, regardez, on existe dans le monde du rap ». C'est pas ça le truc en fait. Donc quand c'est pas artificiel, on est là pour cultiver le truc parce qu'en fait c'est hyper important. Mais la preuve, parce que de toute façon, le livre, il est sous la direction de vous deux, qui êtes deux chercheurs-chercheuses. Il n'y a pas un acteur du monde musical ou un artiste dans la direction. Et en plus, c'est perspectives esthétiques, mais vous êtes deux sociologues. Du coup, en fait, on voit bien que le chemin est en mouvement. Aussi, parce que je pense qu'il y a aussi une perche tendue de votre part, mais qu'il faudrait aussi qu'il y ait un moment plus de matière et plus de musicologues ou plus de travaux sur l'esthétique, la prosodie, le style ou encore d'autres choses. Et d'ailleurs, parce que tu disais on se reconnaît, moi j'aimerais terminer sur ça, sur le fait qu'en fait il y a la reconnaissance de votre part d'inviter des gens, d'inviter des acteurs directement dans votre livre, mais il y a aussi la reconnaissance à faire de notre part à nous, artistes, mais je pense qu'elle se fait souvent parce que, comme tu le dis, tu vois, il y a tout le temps une bonne réception, qu'en fait vous êtes complètement une des disciplines à part entière du hip-hop. Si on part du principe que le knowledge fait partie des disciplines du hip-hop comme le rap, les danses, etc., bah en fait, vous êtes aussi des acteurs hip-hop, vous n'êtes pas juste des analystes du hip-hop. Oui, ça dépend en même temps quel est l'objectif. Tu vois, là on s'est remis à parler hip-hop et pas rap, par exemple. Et c'est intéressant. Le truc que moi je voudrais pas, c'est aussi qu'on fasse semblant de croire que l'académie, encore je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le redis, que l'académie a le monopole du knowledge. C'est pas le cas. L'académie a le monopole du knowledge labellisé, certifié et légitimé. Plutôt. Alors, même si parfois ça peut être déstabilisé par des croisades morales d'extrême droite ou d'ailleurs, mais et de fait, voilà, vraiment c'est ça qui... Le knowledge, c'est pas un privilège du milieu académique. Par contre, dans le milieu académique ou inspiré par des méthodes et des ouvrages et des démarches du milieu académique, il y a plein de choses précieuses et il n'y a pas de raison de s'en priver. Il n'y a pas de raison de laisser en dehors parce qu'en fait, c'est des armes. Ben, voilà, knowledge, bon, mais c'est aussi le savoir est une arme. Et donc, savoir à quel moment s'en saisir et pour faire quoi, mais de fait, ben là, on est aussi là dans le collectif conforme. Mine de rien, on est aussi tous d'abord historiquement, pas en termes de priorité de casquette, mais historiquement, on est tous des amatrices et des amateurs avant d'être des universitaires, parce qu'on a découvert cette musique quand on était jeune et que ça a imprégné notre rapport à notre cheminement universitaire. Donc c'est aussi pour ça que pour nous c'est évident, c'est-à-dire on a pris ce chemin en fonction de nos opportunités, de nos privilèges parfois, de nos dispositions, mais on l'a pris comme d'autres ont pris un autre chemin, une autre voie dans le milieu du hip-hop. On sait que pour faire avancer, alors je sais pas si on va dire le rap, le hip-hop, et puis surtout ce que ça représente et ce qu'il y a au-delà, parce que comme tu le dis, hein, on n'oppose pas social et esthétique, on dit que les approches sociologiques et historiques ont besoin de prendre au sérieux le fait que c'est de l'art, et on dit aussi que les gens qui approchent cette musique comme un objet artistique, si elles elles le rendent abstrait, pur, elles le coupent de toute réalité sociale, elles ratent quelque chose aussi en fait. Et elles se font éventuellement rattraper par la réalité. Donc on n'est pas pour
pour un cloisonnement là-dessus. Mais on sait qu'il faut des gens qui poussent le rap ou le hip-hop et ce que ça représente dans l'industrie musicale, dans le milieu radiophonique, dans l'internet, et ben dans l'académie aussi. Il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas. Enfin, il n'y a pas de raison que ça avance pas là aussi, quoi. Je suis complètement d'accord. Mais je rajouterais un truc aussi d'ailleurs par rapport à la réception de la plume et le bitume et cette tension entre esthétique et sociale, c'est que quand ça a commencé à être un peu connu, on nous a proposé de faire des choses rattachées au pendant social un peu. Donc on est intervenu à la Maison d'arrêt de Nanterre, on est intervenu dans des collèges ou des établissements du secondaire réputés comme difficiles, etc. Parce que si on travaille sur le rap, même si c'est l'école normale supérieure, on va dire c'est un peu social et tout. Et on peut faire le constat de ça. On n'aurait pas proposé ça à des gens qui font un séminaire sur Baudelaire. Mais en même temps, moi j'ai dit oui, tant mieux, je vais le faire parce que déjà ça va avec mes convictions politiques. Et c'est aussi pour ça que quand on est des amateurs ou amatrices de rap, ça informe aussi notre rapport à l'université, à ce que doit être l'université et tout ça. Et que des trucs esthétiques, ça doit appartenir à tout le monde. Et donc, il n'y a pas de... Ça, c'est aussi une conviction que j'avais, que ça m'a permis de faire. Et l'autre chose sur comment, en fait, le fait d'avoir une trajectoire d'amatrice avant de devenir une universitaire, en cours, hein, toujours, parce que je suis quand même que doctorante pour l'instant, c'est aussi quelque chose sur qui est un truc qu'on partage, je trouve, qui est comment dire le vrai et comment comprendre un peu mieux le monde dans lequel on est et le dire. Et moi, j'ai toujours été marquée par, et c'est d'ailleurs les rappeurs et les fractions du monde du rap dont je me sens le plus proche, même si il y a aussi toute une partie de moi qui aime le rap juste pour danser et tout ça. Mais c'est ça, c'est cette manière de dire le réel et de dire le vrai avec d'autres manières et d'autres outils que ceux de la sociologie ou du monde académique. Mais par contre, et c'est pour ça aussi que je m'entends bien avec des journalistes aussi des fois, parce que eux aussi on se soucie du vrai, d'une autre manière. Mais je trouve que des fois c'est un truc qui peut nous rassembler, certaines fractions, hein. Mais voilà, et ça informe, je pense, aujourd'hui encore mon rapport même à l'écriture universitaire, à l'université, avec cette manière de relativiser l'esprit de sérieux, de relativiser les questions qu'on pourrait appeler justement scolastiques. Donc un peu trop perchées, qui répondent à rien, qui correspondent à rien dans le réel, mais juste à un truc dans nos têtes et dans ce petit monde. Voilà. J'allais rebondir sur la même chose par rapport à ce que tu disais, Karim, où en fait il n'y a pas que vous n'êtes pas que des amateurs et des amatrices avant de devenir des universitaires. Parfois il y a des gens, tu vois, tout à l'heure, dans l'autre table ronde sur la revue Volume, François De Bruyne disait que non, lui c'est le rap qui était venu dans sa recherche, il s'était incrusté et il venait pas du tout, lui il étudiait du coup la place des musiques ou de la musique dans l'espace public. Et en fait, c'est le rap qui est arrivé. Et il y a aussi d'autres profils comme ça. Je travaille avec une chercheuse qui s'appelle Émilie Souiri, qui étudie les pédagogies alternatives et qui connaît rien au rap à la base, mais qui est tombée sur les pédagogies hip-hop, ce que les Américains appellent, ce que les États-Unis appellent les pédagogies hip-hop. Du coup, il y a ça. Mais ouais, il y a les deux, en fait, et je crois qu'il y a il y a une vraie différence même dans les façons de travailler. Moi, je suis sûr, bon, ça c'est un truc à étudier, mais je suis sûr que le fait d'avoir été fan de rap français pour tous les deux, ça influence forcément votre écriture et aussi votre façon de travailler et les endroits où vous voulez travailler, etc. Enfin, ne serait-ce que la science de la punchline, ou peut-être que les textes que vous connaissez par cœur, c'est des textes de rap français et pas forcément des textes de sociaux. Il est deux, bah ouais, mais c'est un truc en plus que les universitaires qui sont pas des universitaires hip-hop de base, quoi. Quand je dis hip-hop, du coup, moi je l'utilise en mode way of life, tu vois, dans ce que dit KRS One, le rap c'est quelque chose que tu fais, le hip-hop c'est quelque chose que tu vis. C'est hyper important ce que tu dis. Moi, je le saisirais par une autre entrée, un peu plus terre à terre. Et là, c'est le sociologue qui reprend le dessus aussi. C'est hyper chouette qu'il y ait des gens qui s'intéressent au rap parce que le rap s'invite dans leur recherche et ça va être un intérêt qui va souvent être ponctuel.
Du coup, c'est précisément pas quand il y a des gens qui ont travaillé sur le rap de cette façon-là qu'on a pu avoir une institutionnalisation même minime de réseaux, qu'on a pu avoir des relations durables et suivies avec des artistes, avec le monde du rap, tout ce qu'on essaie de construire depuis une dizaine d'années. Et c'est tout le problème dans tous les milieux, pas seulement le milieu de la recherche, c'est le milieu journalistique, c'est le milieu musical, c'est le milieu politique, c'est de savoir si on fait des coups ponctuels et on en profite ponctuellement, ce qui n'est pas toujours un mal si c'est fait correctement, mais malgré tout, ça ne permet pas de pérenniser les choses et ça ne donne pas un travail qui est suivi. Forcément, la finalité n'est pas la même. Et donc, quand on peut avoir les deux, on peut avoir un dialogue plus nourri, plus fourni, des relations plus durables et peut-être plus de force. C'est ce qui a, à mon avis, manqué pour prendre au sérieux cette culture et ces musiques pendant toutes les années 90 et le début des années 2000. Et on est loin d'être encore arrivé. On en parle entre chaque table ronde, dans les couloirs et tout, on en parle tout le temps. On sait la longueur du chemin qu'il y a à faire pour que, en termes d'institutions culturelles, en termes de mémoire, en termes de patrimonialisation, en termes de tout ça, les choses soient faites pour le hip-hop comme elles le sont, comme elles devraient l'être, donc comme elles le sont pour tout autre mouvement culturel fondamental, probablement le plus important mouvement culturel des 30 dernières années, pluridisciplinaire, avec tout ce que ça charrie en termes esthétiques, sociaux, etc. Donc, c'est là aussi où effectivement il y a des investissements ponctuels et il y a des investissements durables. Ça fait une différence. Conçu pour durer, donc. Tout à fait. Et puis, on est là et il faudra faire avec. Yes. Note mon nom sur ta liste, on peut en dire plein. Est-ce que vous avez chacune un dernier mot, une dernière chose à dire, un sujet qu'on n'a pas abordé ou sur lequel on n'a pas rebondi et sur lequel vous aimeriez revenir? Oui, il y a toujours le sujet normalement qu'on nous dit, est-ce que l'institutionnalisation, la patrimonialisation, c'est quelque chose de bien? Finalement, est-ce qu'il faudrait vraiment que ce soit ça? Mais ça, honnêtement, je me sens pas du tout capable d'en parler là maintenant. Mais en tout cas, oui, ça reste une question. Moi, je dirais deux choses. Tu as dit un truc que je trouvais très juste et que je veux du coup ressouligner là, c'est que oui, effectivement, ce livre, il était surtout là pour tendre des perches, passer des relais. C'est vraiment dire, bon, mais voilà, il y a cette richesse, il y a toutes ces choses-là, il faut qu'on continue collectivement dans le milieu académique à s'en saisir, à le creuser, et aussi que les gens se voient, qu'ils se disent, ah, mais en fait, je suis pas tout seul dans mon coin à vouloir penser ces choses-là, ah, on peut imaginer les choses comme ça, on peut disséquer de ces choses-là, pour libérer un peu l'envie d'imagination et d'expérimentation dans l'analyse de ces formes artistiques-là. Et l'autre truc, c'est qu'on a beaucoup parlé musique, et en fait la musique, elle est dépassée par l'audiovisuel. Ça, en réalité, c'est présent depuis les débuts du hip-hop, mais quand on dit perspective esthétique, et on n'en a pas du tout parlé, parce que c'est pas nos formations à Manu et moi, mais en réalité, on parle de plus en plus de façon indissociable de quelque chose d'audiovisuel. On pense évidemment au clip, mais il n'y a pas que ça. Il y a les pochettes, il y a l'iconographie. On sait à quel point c'est important depuis les débuts du hip-hop. Donc en fait aussi, les approches et les perspectives esthétiques, c'est pas que des perspectives musicologiques. Donc ça inclut la musicologie, ça inclut du littéraire, ça peut inclure du littéraire, et ça peut inclure aussi de l'analyse filmique, de l'audiovisuel, de l'analyse d'image. Et c'est tout ça aussi qu'il va falloir pousser. Et il y a des gens qui sont là pour ça et qui sont les starting blocks dans les années qui viennent. Il y a notamment une analyse des mouvements ou des gestes que font les rappeurs dans les clips. C'est un truc... Dans le rap français et le rap tchèque. Le rap tchèque, et ça aussi, exactement. On kiffe. C'est-à-dire, voilà, pourquoi pas cette comparaison? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas parler du rap tchèque un petit peu, hein? Parce que oui, la France, deuxième marché mondial, patati patata. Ok, mais le hip-hop, il y en a partout et il y a des trucs intéressants à regarder partout, en fait. Merci beaucoup. Merci à Karim. Toi, merci à l'équipe. Merci Manu. Et du coup, pour les perches tendues, si on veut les attraper, comment ça se passe? On va voir sur unsonrap.org, ça c'est ton blog. Ouais. Ensuite, il y a la liste de diffusion HERC, voilà. H-HERC. C'est ça. Exactement. On s'inscrit facilement en tapant HERC sur Google et puis après on a les adresses de tout le monde. Ouais. En tout cas, on peut écrire à tous les gens qui sont inscrits. Exactement. Ce livre, Perspective esthétique sur les musiques hip-hop, aux presses universitaires de Provence dans la collection Chansons. J'ai l'impression de travailler sur France Inter. C'est incroyable. Qui se trouve facilement, pareil, sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à souligner? Il y a sur un son rap, il y a le Fight the Power, le séminaire Fight the Power avec un point d'interrogation. Il y a les prochaines éditions qui arrivent en ligne et puis après on espère Inch Girls One en vrai de vrai, en présentiel, en 3D. Voir les deux. Voir les deux, en présentiel et en ligne. On pourrait réfléchir à ça. Hein. Fromage et dessert. Fromage et dessert.
rap et drill, quoi. Ok. Est-ce que Beatbox à R&B. ouais. Rap et hip-hop, du coup. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. Merci à Bilal Alem qui a Merci. illustré en live cette rencontre et qui a illustré aussi les deux autres rencontres. Merci à toutes et tous les invités assis sur Arc de Triomphe. Ouais. Merci, merci au Flo. Merci à Zelda, à la prod de la compagnie Trou de Mémoire, et à Culturall qui filme et qui monte ces 3 rencontres et qui était très très content qu'on parle d'audiovisuel à la fin. Et peut-être qu'on en parlera dans une prochaine rencontre avec grand plaisir. Big up tout le monde et puis à très vite on espère. Ciao, merci. Merci. Top.